Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, merci pour vos retours sous notre dernière vidéo, vous nous avez inondé de likes et de commentaires, et c'est juste incroyable tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette dernière histoire. J'espère que celle-ci vous plaira tout autant. À chaque fois que j'entends une histoire, je me dis que celle-ci sera la meilleure et qu'il est impossible que j'en trouve une autre aussi bien. Mais je vous promets qu'une fois de plus, cette histoire est unique. Cette fois-ci, vous pensez qu'on peut atteindre les 300 likes ? Je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide beaucoup. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Cette histoire commence quand j'ai terminé mes études et que je commençais à chercher du travail. C'était très dur. Si tu n'as pas d'expérience, tu ne t'en sors pas. Je postulais absolument partout. Mon état mental était au plus bas. Je demandais à tous les gens que je connaissais. Le sentiment que je ressentais, c'était comme si j'avais fait des études pour rien et qu'à la fin, je me retrouvais assis à côté de mes parents et dans leur regard, je pouvais voir qu'ils se disaient « C'est quand le moment où mon fils va prendre enfin sa vie en main ?» C'était ça, ma situation. Jusqu'au jour où un de mes oncles, qui était également mon parrain, m'a appelé. « Bonjour mon filleul, tu ne veux pas te bouger un peu ?» Je lui ai répondu « Je ne suis pas d'accord avec toi. Depuis que j'ai fini mes études, je cherche un travail, mais je ne trouve rien. Dis-moi où je peux trouver du travail, et dès cet instant, je me lève sans poser de questions. Ni de quoi il s'agit, ni quand, ni combien ils vont me payer. Il est où ce job ? Il m'a répondu « Et si je te trouvais du travail ?» Je lui ai dit que s'il faisait ça pour moi, je n'oublierai jamais ce geste de ma vie. Je lui en serais très reconnaissant et je serais très heureux. Il m'a donc dit que c'était fait, qu'un de ses amis venait d'ouvrir un centre d'appel et qu'il lui avait parlé de moi. Moi, dans ma tête, quand j'ai entendu centre d'appel, je me suis dit « C'est quoi cette merde ? J'ai eu mon doctorat en économie et au final, je vais travailler dans un centre d'appel ? Je ne suis pas en train de rabaisser ce métier, mais je n'avais jamais imaginé que dès que je finirais mes études, je travaillerais comme un conseiller dans un centre d'appel. » Mon parrain m'a dit « Je ne t'entends plus parler. Tu veux travailler ou pas ?» J'ai fini par lui répondre que oui, je voulais travailler et que ça allait au moins me faire bouger un petit peu. Il m'a dit que le travail se trouvait dans une autre zone et que la durée du trajet entre ma maison et ce lieu serait d'1 heure. Je lui ai dit « Non, sérieusement ? C'est-à-dire que si je veux aller au travail, je dois me lever à 6 heures pour être sûre d'arriver à l'heure ?» Pour seule réponse, il m'a dit « Félicitations, le travail commence à 7 heures du matin et finit à 16 heures de l'après-midi. » Je l'ai remercié pour son geste et j'ai fini par lui dire que j'étais content. Puis nous avons raccroché. J'ai commencé le travail. C'était très dur de se lever le matin, très très tôt, et c'était chaque jour. Si tu avais le malheur de tarder un tout petit peu, tu te retrouverais dans une mauvaise posture avec ton boss. Attendre le bus alors qu'il faisait nuit, je n'avais pas le choix, mais je ne pouvais rien y faire. Le salaire n'était pas à la hauteur non plus, mais il y avait des primes et quelques avantages qui rendaient la situation passable. Et je ne vais pas vous mentir, je faisais ce boulot, et en même temps, je continuais de postuler à d'autres offres d'emploi. Un jour, je me suis levée en retard. À mon arrivée à la station, j'ai remarqué que le bus était déjà passé. Comme je vous l'ai dit au début, on a un règlement très strict dans cette entreprise. Si tu ne viens pas directement à l'heure, ça s'enlève de ton salaire et en plus de ça, tu auras plein de problèmes avec la direction. Je pensais à ça en attendant l'arrivée du deuxième bus, vu que mon bus principal était déjà passé. Je me demandais si je manquais de chance dans cette vie. Je commençais à avoir des réflexions et des idées assez sombres. Soudain, j'ai entendu une voix derrière moi qui m'a dit « La roue tourne et la vie n'est jamais aussi simple que tu le penses. » Là, je me suis retournée pour voir qui avait parlé. J'ai aperçu un homme qui avait la quarantaine, habillé de manière modeste, avec une djellaba déchirée. Il était dans un sale état.
Ses cheveux étaient sales et très longs, et sa barbe aussi était très longue, comme s'il n'avait pas pris soin de lui depuis une éternité. Il avait une canne sur laquelle il s'appuyait. Sur son visage, il paraissait avoir la quarantaine, mais la manière dont il marchait donnait l'impression qu'il en avait 80. En le regardant, je me suis demandé ce qui avait bien pu arriver à cet homme pour qu'il soit dans cet état. Il me regardait également, puis il s'est assis à côté et s'est tourné vers moi. « Comment vas-tu, mon fils ?» Je lui ai souri, mais en même temps, j'avais un peu peur de lui, et plein de questions tournaient dans ma tête. Pourquoi s'était-il assis à côté de moi, exactement à cette heure-ci de la matinée? Il était très tôt, et il faisait toujours nuit. Je lui ai simplement dit « Et toi, comment vas-tu » Il m'a répondu qu'il allait bien. Je regardais ma montre, toujours en train de penser au travail et aux conséquences de mon retard. L'autre bus aussi avait du retard, et je me disais que j'allais donc être encore plus en retard. Quelle serait la sanction cette fois? J'avais dit ça à voix haute, et l'homme m'a répondu « Personne n'est jamais en retard. Les gens arrivent toujours à l'heure à laquelle ils doivent arriver. » Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Je suis en retard. Comment il pouvait dire que je ne l'étais pas? Il a répondu « Le moment où tu arriveras est exactement l'heure à laquelle tu dois arriver. Ni plus, ni moins. » Je me suis mis à rire. Qu'est-ce que je pouvais répondre à cette personne? En riant, il m'a dit « Ça me rappelle les gens de Derb Omar. » Derb Omar, c'est un grand souk avec de nombreux vendeurs, très populaires au Maroc. J'étais assez étonnée de ces paroles. Quel était le rapport avec les gens de Derb Omar? Je me suis approchée pour lui demander « De qui parles-tu exactement ?» Il m'a dit qu'il parlait de deux personnes, Walid et Abdel, des gens qui avaient leur magasin à Derb Omar. L'histoire de ces deux hommes, c'est l'histoire la plus étrange que tu puisses entendre de ta vie, a-t-il ajouté. Je lui ai dit « Raconte-moi, je veux bien savoir. » Il m'a répondu que j'allais bientôt prendre mon bus et que l'histoire prenait énormément de temps à être racontée et qu'il ne voulait pas me mettre encore plus en retard. Je lui ai dit que de toute façon, j'étais déjà en retard et vu l'heure, il était fort probable que je n'aille même pas au travail aujourd'hui. Il a répondu « Ok, comme tu veux » et il m'a demandé de m'asseoir pour me raconter. Je vais te raconter cette histoire en me mettant dans la peau de l'un des deux vendeurs, qui s'appelle Walid. Je vais te la raconter avec ses propres mots. Et voici l'histoire que l'homme m'a racontée du point de vue de Walid. Mon père était un grand businessman. Il faisait de l'achat et de la vente de textiles, des vêtements pour femmes et enfants. Il était également grossiste à la fois, et il avait tout ce qu'il fallait. Il était parti de rien, et personne ne l'avait aidé. Abdel, lui, était le fils d'un businessman qui vendait des tissus. Ils étaient aussi très aisés et très connus dans le milieu. Les magasins de mon père et celui d'Abdel étaient situés l'un en face de l'autre, à Derb Omar. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, surtout pendant une certaine époque, tout ce que tu demandais, tu pouvais le trouver là-bas, à Derb Omar. Le plus important dans tout ça, c'est que depuis tout petit, Abdel et moi, on courait dans tous les sens dans ce souk, et on se connaissait comme personne. On était inséparables. Quand on a atteint la vingtaine, on était devenus plus que des frères. Si un mot plus fort que frère existait, je l'utiliserais. Nous étions en accord sur tout et très complémentaires. Personne dans le souk ne pouvait parler de Walid sans Abdel, et vice-versa. Tout le monde était content de cette amitié. Une amitié ancienne comme la nôtre ne se perd jamais. Nous pensions que nous allions rester comme ça toute notre vie. C'est ce qu'on se disait. À cette époque, même jeunes, ni Abdel ni moi n'allions à l'école. Nos parents, de l'ancienne école, nous apprenaient le business familial et nous avons suivi leur route. Mais si j'avais su ce qui allait se passer, je n'aurais jamais pris ce chemin. Un jour, je travaillais dans le magasin. Mon père était là, ainsi que d'autres salariés. Pendant que nous travaillions, j'ai aperçu de loin une femme âgée qui entrait dans le magasin avec sa fille. Elle a dit bonjour, comme si elle visait mon père du regard,
et il a répondu par un bonjour en lui demandant ce qu'il pouvait faire pour elle. Elle lui a dit qu'elle venait d'une région très lointaine, que beaucoup de gens lui avaient parlé de lui et qu'il était le seul à pouvoir l'aider. Mon père lui a répondu avec grand plaisir : « Si les gens t'ont amené jusqu'ici, tu ne vas y trouver que du bien. Dis-moi, de quoi as-tu besoin ?» Elle lui a répondu qu'elle voulait s'installer à côté du magasin de mon père pour y vendre des tapis, et elle demandait la protection de mon père. Elle voulait vendre ses tapis pour pouvoir nourrir sa fille. Mon père lui a répondu qu'il n'y avait aucun problème et a accepté sa requête. Il m'a regardé et m'a dit : « Walid, sors dehors et laisse Haja et sa fille mettre leurs tapis à vendre à côté du magasin. Dis aux gens du souk que si quelqu'un s'y oppose, ce sera comme s'il s'opposait à moi. Et le maire, je vais lui parler, je m'en occupe. » À cette époque, ça marchait comme ça, mais maintenant je ne sais pas si c'est toujours le cas. À l'époque, tu ne pouvais pas venir et mettre des choses à vendre sans l'approbation des gens du souk. Ils ne te laisseraient pas tranquille, et le maire aussi t'interdirait de le faire pour éviter les problèmes. C'était donc très compliqué pour cette dame de trouver un endroit bien placé pour y vendre ses tapis, et mon père venait de lui rendre un très grand service. La femme ne cessait de remercier mon père, lui disant que grâce à lui, une fille et une mère allaient être à l'abri. Je suis ensuite sortie avec cette femme et nous avons posé ces tapis devant le magasin. Tous les gens du souk nous regardaient. L'un d'eux est venu me voir et m'a dit : « Walid, qu'est-ce qui se passe ici ?» Je lui ai répondu que mon père avait donné l'autorisation pour que la vieille dame s'installe ici et qu'elle allait vendre ses tapis à côté du magasin dès aujourd'hui. Il a répliqué : « Mais vous n'avez pas honte de ramener une femme qu'on ne connaît pas et qui va partager nos bénéfices ?» Je lui ai dit : « Hé, qu'est-ce que tu racontes ? Ce qui t'est dû, c'est ce que tu vas prendre. C'est Dieu qui décide. Arrête de regarder les gens et mêle-toi de tes affaires. » Je précise qu'ici, si tu n'es pas un lion et que tu ne réagis pas fermement, tu ne peux absolument pas vivre. Ils peuvent te prendre ton argent et peut-être même te tuer parfois. Je lui ai dit que Haja et sa fille étaient là comme si c'était moi et mon père. J'ai commencé à crier dans le souk en disant que cette place appartenait à cette femme et que si quelqu'un l'angoissait ou lui faisait du mal, c'était comme s'il s'en prenait à nous. J'ai demandé à Haja si elle avait besoin de quelque chose d'autre. Elle m'a répondu : « Que Dieu bénisse ton père. » Je lui ai dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, nous étions là. J'ai jeté un œil à sa fille, qui s'appelait Helba. Elle était très belle, et je lui ai souri. Je suis entrée au magasin, et elle me souriait encore en retour. Je l'ai entendue dire à sa mère qu'elle était très contente qu'elles aient enfin trouvé une place ici dans le souk, et qu'elles allaient pouvoir travailler tranquillement. Sa mère lui a répondu : « Ne regarde ni à gauche, ni à droite, et fais attention à ce que tu fais. Je n'ai pas besoin de te le redire. Nous sommes deux femmes, et il n'y a personne pour nous protéger. Le souk est rempli d'hommes. » À cette époque, Helba avait 18 ans. Elle était belle, souriante, et faisait du bon travail. Tous les hommes du souk étaient bouche bée quand ils se retrouvaient face à elle. D'un côté, elle était belle, et de l'autre, elle travaillait même plus que les hommes. C'était une vraie guerrière. L'un des hommes qui était très intéressé par Helba était Abdel, mon ami d'enfance. Dès le jour où elle est arrivée, il était bouche bée et restait posté devant le magasin de son père, ne regardant qu'elle. Son père l'a appelé pour lui demander ce qu'il regardait et ce qu'il faisait devant le magasin. « Qu'est-ce qui te perturbe comme ça ?» Abdel a demandé à son père : « Qui est cette femme devant le magasin du père de Walid ?» Son père a répondu : « C'est une femme dont le mari est décédé. Le père de Walid a fait une bonne action. » Abdel a continué : « Pourquoi n'est-elle pas venue vers nous ? Nous aussi, nous aurions pu lui donner une place et la laisser vendre tranquillement ses tapis. » Son père lui a répondu de se mêler de ses affaires et que c'était à elle de décider. Abdel lui a ensuite demandé pourquoi elle était allée chez nous plutôt que chez eux. Son père lui a répondu qu'il ne savait pas vraiment la raison pour laquelle elle s'était tournée vers nous et pas vers eux, et il lui a dit que peut-être elle faisait partie de notre famille, ce qui expliquerait qu'elle se soit tournée vers mon père. Abdel est alors de nouveau sorti du magasin pour regarder Helba jusqu'à ce qu'elle prête attention à lui. Quand elle l'a regardé, il a baissé les yeux et a fait semblant de faire autre chose. À la tombée de la nuit, les magasins ont fermé,
et il a vu que Raja et sa fille étaient restées dehors. Mon père est parti les voir et leur a demandé où elles allaient dormir cette nuit, car il voyait qu'elles restaient à cet endroit. Raja a répondu qu'elle ne savait pas, qu'elles s'étaient enfuies de l'endroit où elles étaient avant, et qu'elle ne savait que faire ni où dormir, car elle ne connaissait personne ici. Mon père lui a demandé comment elle avait pris la décision de venir ici, et comment elle allait faire pour trouver un logement. Raja a répondu qu'elle allait essayer de trouver un hôtel, et qu'elle avait un peu d'argent pour y dormir. Elle verrait ensuite comment leur situation évoluerait, et si tout se passait bien, elle louerait une petite chambre pour elle et sa fille. Mon père a répliqué « L'argent qu'il te reste, tu comptais le dépenser dans un hôtel et rester sans rien ?» Raja a répondu qu'elle n'avait pas d'autre choix que celui-ci, que la situation finirait bien par s'arranger et qu'elle trouverait une solution. Mon père lui a dit de ne pas trop réfléchir et qu'il connaissait un endroit où elle pourrait dormir tranquillement. Raja lui a demandé où se trouvait cet endroit. Mon père a répondu « J'avais consacré une chambre pour mes salariés avant de leur acheter une petite maison, vu qu'ils étaient nombreux. Cette chambre reste fermée et vide, mais elle est bien équipée. Il y a tout ce qu'il vous faut. Vous y serez à l'abri, sans aucun souci. » Raja l'a remercié chaleureusement et a demandé combien ça coûterait. Mon père a répondu que c'était honteux de demander ça, qu'il la considérait comme sa sœur et que sa fille était comme sa fille. « Dès votre arrivée, j'ai vu que vous méritiez tout le bonheur du monde, » lui a-t-il dit. Raja a donc remercié mon père une fois de plus, et mon père lui a dit qu'il avait quelque chose à faire, puis qu'il reviendrait d'ici une quinzaine de minutes pour les emmener à leur chambre. Comme prévu, 15 minutes plus tard, mon père est ressorti du magasin et leur a proposé de les emmener. À ce moment-là, j'ai interpellé mon père pour lui dire de rentrer à la maison, de se reposer, et que moi j'emmènerais Raja et sa fille à leur chambre. Mon père, très mécontent, m'a répondu fermement « non ». Je lui ai demandé pourquoi ce refus, et il m'a répondu « non, c'est honteux mon fils ». Je lui ai de nouveau demandé pourquoi c'était honteux et pourquoi ça ne se faisait pas selon lui. Il m'a répondu que ça ne se faisait pas. Il m'a dit « elle a une fille de ton âge, et toi tu penses pouvoir les accompagner ? Mais que vont dire les gens ? Que vont dire les voisins ? Nous voulons juste les aider. Nous ne voulons pas que les gens parlent d'elle. Ça ne se fait pas, mon cher fils. » Honteux, j'ai baissé la tête et présenté mes excuses. Je lui ai dit que je n'avais pas pensé à tout ça. Il m'a répondu « N'oublie jamais ce que je t'ai appris et mon éducation. Et n'oublie pas que cette ruelle est là où elle habite. Ne t'approche pas d'elle, ni toi, ni les gens qui travaillent avec nous. Laissez ces femmes tranquilles. » J'ai acquiescé, sans broncher. Après que mon père soit parti, j'ai rejoint mon ami Abdel, comme à notre habitude. Je me suis rendue à son magasin en face pour demander de ses nouvelles. Le salarié qui travaillait avec eux m'a informé qu'il était sorti pour rencontrer quelqu'un et qu'il avait du boulot, ce qui prendrait un peu de temps. Je lui ai donc demandé de l'informer que je serais au café habituel. À mon arrivée au café, je me suis mis à regarder mon téléphone et à boire mon petit café. 5 minutes plus tard, j'ai vu Abdel débarquer. Il m'a dit « C'est quoi cette disparition ? Alors, qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui ai répondu que j'avais juste disparu à cause du travail et je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a retourné la question et m'a demandé s'il y avait une possibilité que j'ai du mal à travailler. Je lui ai répondu « Pourquoi j'aurais du mal à travailler ?» Il a répliqué « Peut-être parce qu'il y a la fille devant votre magasin. » Je me suis mis à rire et je lui ai demandé s'il parlait de Helba, la fille de Raja. Il m'a dit « Elle s'appelle Helba ? Très bien. » Je lui ai dit « Pas normalement, Abdel. Pourquoi tu bégayes ? La fille et sa mère sont toutes seules et elles n'ont rien dans cette vie, les pauvres. » Il m'a répondu « Les pauvres, Walid. Entre toi et moi, quand tu l'as vue, elle ne t'a pas plu ?» Je lui ai répondu que je n'étais pas un pervers comme lui. Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de sérieux et je ne suis pas un coureur de jupons. Il m'a dit ok et m'a demandé de ne pas m'énerver. Braqué, je lui ai dit que je n'allais finalement pas prendre de café et que j'allais rentrer chez moi. J'ai prétexté un réveil tôt le matin et que j'avais donc besoin de me reposer. Sa réponse m'a encore plus énervée.
Ah, tu te réveilles tôt pour être là à la première heure pour voir cette femme. Je lui ai dit, tu racontes n'importe quoi, Abdel. Pourquoi tu penses toujours à ça? Ce à quoi il m'a répondu, il n'y a rien d'autre à penser, à part ça. Je lui ai donc dit que j'allais partir, et il m'a répondu qu'il allait partir avec moi. Nous sommes partis ensemble, et ensuite, chacun de nous est rentré chez lui. Le lendemain matin, j'allais au magasin, et Abdel est arrivé à la même heure. Moi, je suis rentrée directement au bureau pour finir les tâches que j'avais à effectuer. Mais Abdel sortait de son magasin toutes les 10 minutes pour regarder Helba. Vers 14 heures, nous avons ramené à manger. Nous ramenions la nourriture de chez un homme, nommé Boujama, qui avait une nourriture excellente, vous ne savez même pas à quel point. Mon père a envoyé un de nos salariés et lui a demandé de ramener de la nourriture pour Helba et sa mère. Quand le salarié a ramené la nourriture, il l'a donnée à Haja et sa fille en leur disant que mon père leur avait apporté leur part. Elle a pris la nourriture, est entrée dans le magasin et a demandé à mon père « C'est quoi ça? Ça ne se fait pas. » Mon père a répondu qu'il n'y avait aucun souci, que c'était normal. Haja a répliqué que depuis leur arrivée, mon père ne faisait que les aider, qu'il leur avait déjà offert énormément de choses, mais que la nourriture, c'était trop, elle ne pouvait pas l'accepter. Mon père a souri légèrement et a répondu « Tu es une invitée chez nous, et nous n'avons pas encore fait tout le nécessaire. Si je vais chez vous, dans votre région, est-ce que vous ne feriez pas la même chose ?» Haja a répondu « Bien sûr que oui. » Mon père lui a donc répondu « Tu veux vraiment que les gens disent que je ne fais pas le nécessaire ?» Haja a répondu non, qu'elle ne voulait pas ça. Mon père lui a alors dit de ne pas s'en faire, et que ce qu'il faisait était juste la base pour des invités. Haja a donc lâché l'affaire et a cessé de protester. Puis, elle est sortie du magasin. J'étais assez étonnée en entendant cette discussion entre Haja et mon père, et je suis donc partie le voir pour lui demander pourquoi Haja était sortie soudainement comme ça du magasin, un peu énervée, comme si elle n'était pas à 100% à l'aise. Et je lui ai demandé ce qui la dérangeait, et si on avait fait quelque chose qui l'avait mise mal à l'aise. Il m'a répondu « Mon fils, ça se voit que tu ne connais pas grand-chose au monde qui t'entoure. » Haja a réagi comme ça, car c'est une vraie femme qui a des valeurs. Je me serais plutôt étonnée qu'elle ne réagisse pas comme ça, justement. Ce souk m'a appris à dissocier les gens profiteurs et ingrats des bonnes personnes. Et cette femme que tu vois, même si son mari est mort et ne leur a rien laissé, malgré tout ça, elle garde la tête haute. Et si elle n'avait pas réagi comme ça, je me serais dit que cette femme était une profiteuse et que je m'étais fait berner. Je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais acquérir un peu plus de sagesse, comme lui. Il m'a répondu que le jour où je prendrai de l'âge, j'arriverai à avoir la même sagesse que lui. Après le déjeuner, Haja et Helba voulaient savourer un verre de thé. Comme vous le savez bien, après un bon repas, rien ne vaut un bon verre de thé pour aider à la digestion. Helba a dit à sa mère qu'elle allait chercher un verre de thé chez Boujama. Mais avant qu'elle ne parte, elles ont vu un homme s'approcher avec 2 verres de thé à la main. L'homme leur a expliqué que c'était Abdel qui les avait envoyés. Helba regardait l'homme d'un air étonné, et Haja demanda qui était ce Abdel. L'homme a pointé du doigt Abdel qui se tenait devant le magasin de son père et souriait pour indiquer qu'il était celui qui avait envoyé le thé. Haja regarda le salarié qui avait apporté les thés et lui a dit de reprendre les 2 verres et de dire à son patron que le thé leur faisait mal au ventre. Le salarié d'Abdel, perplexe, a demandé pourquoi à Haja. Elle a répondu avec fermeté « Je jure sur ce qui m'est le plus cher que si tu ne reprends pas ces 2 verres, je vais te faire honte ici. » Cette réponse n'a pas plu à Abdel, qui, après avoir assisté à la scène, nous a lancé un regard noir avant de rentrer dans son magasin. Le temps passait, et mois après mois, mon père et moi continuions de travailler dur, tandis que Haja et Helba s'épanouissaient de leur côté. Elles avaient développé leur propre clientèle, et leur situation ne cessait de s'améliorer. Le seul qui ne travaillait pas autant était mon ami Abdel. Jour et nuit, il restait devant son magasin, les yeux rivés uniquement sur Helba. C'était tout ce qui comptait pour lui. Un jour, comme à notre habitude, nous nous sommes retrouvés au café. Cette fois-ci, je voyais sur son visage qu'il était préoccupé. Je lui ai demandé
qu'est-ce qui te préoccupe? J'aime pas te voir comme ça. » Il m'a répondu « Ne t'en fais pas, c'est juste quelques problèmes. Je ne sais pas par où commencer ni par où finir. » Je lui ai demandé ce qui se passait et qu'il me faisait peur quand il se mettait à parler comme ça. Je lui ai donc demandé de tout me raconter. Il m'a alors dit que c'était à cause de cette fille, qu'il n'arrivait plus à se l'enlever de la tête et ne parvenait plus à faire son travail à cause de ça. Je lui ai demandé de quelle fille il me parlait et si c'était encore une nouvelle femme dont je n'avais pas connaissance. Il a nié et m'a répondu qu'elle n'était pas nouvelle. Il s'agissait en réalité de Khelba, la fille de Haja. Je lui ai dit « Abdel, laisse cette fille tranquille et mêle-toi de tes affaires. » Il m'a demandé pourquoi je m'énervais et je lui ai dit que je n'étais pas énervée, mais qu'il parlait de cette fille du matin au soir, ce qui ne se fait pas, car il en parle derrière son dos. Je lui ai demandé s'il aimerait qu'on parle de sa sœur comme il parlait de Khelba. Il m'a répondu « Non, laisse ça de côté, je n'ai pas de sœur. Et ça se voit, Walid, que tu l'as dans le viseur depuis le premier jour. » Je lui ai dit que j'allais partir et le laisser ici, car la discussion n'avait aucun sens. Et c'est ce que j'ai fait. Sans ajouter un mot, je me suis levée et je suis partie. Après cette discussion, pendant 4 mois, nous nous voyions à peine. Nous avions du mal à se parler. Un jour, je suis allée voir mon père pour lui dire que j'avais un sujet sérieux à aborder avec lui. Je lui ai demandé s'il pouvait ne pas réagir trop vivement, car le sujet était très important et je voulais en parler en étant à mon aise. Mon père a acquiescé et m'a dit de lui dire ce qui se passait. Il a retiré les feuilles devant lui et s'est assis en face de moi, concentré. Je lui ai dit « Papa, j'ai réfléchi et je pense que le moment est venu pour moi de me marier. » Mon père a souri et dans ses yeux, je voyais qu'il était heureux. Il m'a dit qu'il était fier de moi et m'a demandé qui était cette fille que je voulais épouser. Je lui ai répondu que je n'avais pas cherché très loin et que je voulais épouser Khelba. Mon père m'a demandé qui était cette femme. Je lui ai dit « Comment ça, qui est Khelba ? La fille de Raja, qui est devant notre magasin. » Mon père a baissé les yeux et resté pensif. Je lui ai demandé s'il y avait un problème et si quelque chose ne lui plaisait pas chez cette fille. Il m'a répondu qu'elle n'avait aucun problème et que depuis leur arrivée à Der Bomar, il n'a vu que du bien de leur part et jamais rien de mal. Je lui ai donc demandé pourquoi il restait silencieux comme ça et quel était le problème. Mon père m'a répondu qu'il restait silencieux simplement car il ne savait pas quoi dire. J'ai répliqué en lui demandant si c'était à cause de leur mode de vie, qui était beaucoup plus bas que le nôtre, alors qu'il m'avait pourtant toujours dit que ce n'était pourtant pas un problème. Mon père a répondu « Oui, je te l'ai toujours dit, mais maintenant c'est un mariage, et c'est autre chose. » Je lui ai dit « Papa, dis-moi juste ce que tu penses, et fais-le vite. » Mon père m'a demandé de le laisser y réfléchir afin qu'il trouve une solution. Je restais donc là, patientant, avec 1000 questions dans la tête, bouillonnant intérieurement. Je lui ai demandé ce qui se passait, et je lui ai demandé de me dire ce qu'il pensait. Mon père a fini par me dire qu'il allait demander à Khelba et sa mère si elles acceptaient, et qu'il me donnerait des nouvelles le lendemain. Il a ajouté « Maintenant, va travailler. » J'étais très heureux. Le lendemain, j'ai appris que Haja était également très enthousiaste et qu'elle avait accepté. Que ce soit Haja ou sa fille, elles étaient sincèrement très heureuses. Nous avons organisé une petite fête pour les fiançailles et tout s'est bien passé. Le seul qui n'était pas content et qui était choqué, c'était mon ami Abdel. Il est venu me voir en disant « Walid, non, s'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Tu as cessé de me parler pour mieux pouvoir prendre la fille que j'aimais? Tu as pris la fille qui était entre mes mains? Tu n'as pas honte ?» Je lui ai demandé de qui il parlait, qui était cette fille qui était apparemment entre ses mains. Il m'a dit de ne pas faire semblant de ne pas savoir qui elle était et qu'il parlait évidemment de Khelba, à qui je venais de me fiancer. Je lui ai dit qu'en effet, j'allais me marier avec Khelba. Je n'étais pas là jour et nuit à parler d'elle dans les cafés, mais j'étais passée à l'action. Et si j'entendais encore une fois parler d'elle quelque part, je lui ai dit qu'il allait voir un autre côté de moi et qu'il n'allait pas me reconnaître.
Il m'a répondu « Ah, à ce point. Félicitations à toi, tu peux partir, mon cher ami. » Je regardais Abdel, fou de rage. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? J'ai épousé Relba, et depuis ce jour, sa mère et elle ne sont plus devant le magasin. Relba a commencé à vivre avec moi. Quelque temps plus tard, Abdel est venu me voir pour s'excuser. Il m'a dit « Désolé mon frère, j'étais juste énervé et sur les nerfs. Je ne voulais pas te blesser, ni insinuer quoi que ce soit. » Ce jour-là, nous nous sommes réconciliés et j'ai oublié ce sujet. Mais je n'aurais pas dû. Après notre réconciliation, tout se passait bien. À peu près 1 an plus tard, Abdel et son père sont venus nous voir dans le magasin pour demander la main de ma sœur Hanan. Mon père a accepté en disant au père d'Abdel qu'il était un ami et que ça faisait très longtemps qu'il le connaissait et que son fils était comme son fils. Toutefois, il a imposé à Abdel et son père de recueillir l'avis de sa fille Hanan avant tout, pour vérifier qu'elle était d'accord. Le père d'Abdel a accepté en disant qu'ils étaient prêts à faire ça, sans aucun problème. Sur le chemin du retour, Abdel a demandé à son père s'il pensait que Hanan allait accepter. Son père a répondu qu'il pensait qu'il ne pourrait pas trouver mieux comme mari pour Hanan, qu'ils étaient des amis de longue date, voire même une famille. Abdel a dit qu'il espérait tellement que Hanan accepte et qu'il voulait vraiment qu'elle devienne sa femme. Son père a souri en disant que le cœur d'Abdel avait aimé de nombreuses femmes et les oubliait pourtant à chaque fois. Ce à quoi Abdel a répliqué que Hanan était spéciale, c'est la sœur de son ami, et elle était unique. Peu après, mon père est allé voir le père d'Abdel pour lui annoncer que Hanan acceptait et que tout allait bien se passer. 2 mois avant le mariage, tout se passait à merveille. L'ambiance était incroyable. Mon père, que je connaissais très bien, n'avait pas confiance en Abdel. Il se disait qu'il y avait de grandes chances que ce garçon ne veuille rien de sérieux. Mais moi, j'avais foi en lui. Mon père a ainsi imposé une condition à Abdel et son père. Il leur a dit « Je veux que ma fille vive dans le même immeuble que moi. » Dès le début, mon père avait fait ses calculs en construisant des appartements ici pour que chacun de ses fils ait un appartement et puisse se marier en restant proche de chez lui. Il savait très bien que Hanan devait partir dans la maison de son mari, mais il n'était pas à l'aise avec cette idée. Le père d'Abdel n'était pas d'accord et lui disait qu'ils avaient plein de biens aussi et que son fils n'allait pas vivre dans une maison qui ne lui appartenait pas. Mais Abdel a rétorqué qu'il voulait rester avec nous pour que mon père soit à l'aise. Depuis ce jour, nous vivions donc tous dans le même immeuble. Tout allait bien, jusqu'au jour où nous avons appris une mauvaise nouvelle. Le père d'Abdel, en voyage, avait eu un accident et était subitement décédé. Je me rappelle très bien de mon ami Abdel. C'était la première fois que je le voyais dans cet état. Il se sentait complètement seul, et il l'était vraiment. Il n'avait pas de frère, et ses proches vivaient à la campagne. Il vivait juste avec son père et sa mère. Bien sûr, il hériterait de tous les biens de son père. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ma sœur Hanan ne l'a pas lâché une seconde. Moi et mon père, nous étions également toujours chez lui pour le soutenir. Mais ce jour-là, à l'enterrement de son père, j'ai eu l'impression que nous avions aussi enterré Abdel. Abdel, qui était resté chez nous, était devenu une autre personne. Il a commencé à faire la fête, à boire énormément d'alcool. Parfois, il rentrait chez lui. Parfois, il disparaissait pendant des semaines. Moi, son ami, je me demandais où était passé mon frère, cette personne adorable que je connaissais. Malgré ses erreurs, il avait honte, mais nous ne savions pas que les choses allaient devenir encore plus compliquées. Un jour, en sortant de chez lui, Abdel a remarqué qu'il y avait de l'eau de couleur jaune devant la maison. Il a appelé ma sœur Hanan pour lui demander ce que c'était. Elle a répondu qu'elle n'en avait aucune idée et qu'elle ne savait pas d'où ça venait. Il a fermé la porte de la maison et lui a dit qu'il avait des choses sérieuses à lui dire. Il lui a demandé quelle était cette eau jaunâtre qui se trouvait souvent devant chez eux.
Il la retrouvait même parfois dans les escaliers, et son odeur était écœurante. Hanan a répondu qu'il avait raison, qu'elle avait aussi remarqué cette eau plusieurs fois, parfois même sur leurs vêtements, qui étaient tachés et mouillés par cette eau. Abdel a répliqué qu'il ne savait pas qui mettait cette eau ici, ni ce qu'il y avait dedans, mais il a suggéré que quelqu'un voulait probablement leur faire de la sorcellerie. Hanan lui a demandé qui pourrait bien leur vouloir du mal et leur faire une telle chose. Abdel a répondu qu'il n'accusait personne, et qu'il y avait des mauvaises personnes partout, et qu'elle pouvait être jalouse de son sourire. Hanan a répondu qu'ils étaient les seuls à vivre dans cette maison, et que si quelqu'un venait leur rendre visite, c'était soit sa mère, soit son père, son frère, ou la femme de son frère. Abdel a demandé à Hanan de réfléchir un peu, et qu'elle pouvait bien se douter de qui leur voulait du mal. Hanan a répondu qu'il était impossible que son père, sa mère, ou même moi, son frère, ne leur fasse quoi que ce soit. Elle a donc demandé s'il pensait à Relba. Abdel a répondu qu'à part Relba, il ne voyait pas qui avait pu faire ça. Il lui a également mentionné le fait qu'ils essayent d'avoir un enfant depuis un moment, mais que la chance ne leur a toujours pas souri sur ce point, et qu'ils pensent que cela a un lien avec cette eau que Relba déverserait chez eux, probablement pour les chasser de l'immeuble, et peut-être même pour récupérer leur appartement pour le laisser à sa mère. Après ça, il a ajouté « Je ne sais pas si tout ce que je dis est vraiment vrai, il s'agit simplement de ma théorie. » Mais Hanan était convaincue par cette théorie et a dit qu'elle avait toujours considéré Relba comme sa sœur et se demandait comment elle pouvait lui faire ça et être à ce point hypocrite, alors qu'en réalité elle lui voulait du mal, en détruisant sa vie, en jetant de la sorcellerie devant sa porte. Hanan se demandait ce qu'elle cherchait, si sa volonté était de la terrifier, de la tuer ou de détruire son couple. Abdel a répondu à Hanan qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire afin de trouver une solution à tout ça. Après plusieurs jours, Abdel a annoncé à ma sœur Hanan qu'il avait trouvé une solution. Hanan va lui dire sincèrement qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle n'avait jamais été confrontée à ce sujet auparavant. Il a répliqué qu'il avait trouvé une femme et que celle-ci avait les solutions à ce problème. Il a dit à Hanan qu'il allait l'envoyer pour qu'elle la rencontre et trouve une solution avec cette dame. Hanan a refusé d'y aller seule. Elle avait peur. Abdel a répondu qu'il ne savait pas quoi faire d'autre, qu'entre femmes, elle se comprendrait mieux. Hanan campait sur ses positions et souhaitait que Abdel l'accompagne. Il a donc fini par céder et a accepté de l'accompagner pour qu'elle se sente plus à l'aise. Le lendemain, après que Abdel ait fini son travail, Hanan est venue le rejoindre et ils sont partis tous les deux dans un bidonville à la recherche de la maison de cette femme que des connaissances de Abdel lui avaient décrit. Ils circulaient dans des petites ruelles dans lesquelles il n'y avait que des sans-abri, avec une horrible odeur d'urine et énormément de saleté. Lorsqu'ils ont reconnu la maison qu'on leur avait décrite, ils ont toqué à la porte et une femme très âgée leur a ouvert. Dès qu'elle les a vus, elle les a salués avec une politesse telle que Hanan a lancé un regard à Abdel en étant très impressionné. Abdel a également regardé Hanan et lui a dit que cette femme les avait reconnus alors qu'ils ne s'étaient jamais parlé auparavant et sans même qu'il n'ait à se présenter, ce qui témoignait de sa potentielle puissance. La femme les a fait rentrer dans la maison, et Hanan et Abdel ont alors commencé à lui raconter leur histoire, l'eau qu'ils retrouvent devant chez eux, les problèmes auxquels ils font face au quotidien, ainsi que tous les détails que cette dame devait connaître pour pouvoir les aider. Après leur récit, la femme leur a dit qu'elle avait trouvé une solution et leur a demandé de patienter. Elle a commencé à mettre de l'encens et à parler dans une langue que ni Hanan ni Abdel ne comprenaient. Elle a fini par s'adresser à eux en leur disant qu'une seule personne avait pu leur faire quelque chose et qu'il s'agissait d'une femme, loin d'eux, mais en même temps assez proche. Hanan s'est empressée de demander à la dame si la femme à laquelle elle faisait référence s'appelait Relba. La femme a répondu « Désolée ma fille, je ne peux pas dire le nom, mais la personne qui a fait tout ça veut faire encore plus. Et tu la croises nuit et jour. » Hanan en a tiré sa propre conclusion. C'était sûrement Relba. Elle était choquée de voir que ses soupçons devenaient la réalité. Elle ne comprenait pas pourquoi Relba voulait leur faire du mal, alors qu'il ne leur avait fait que du bien depuis son arrivée dans notre famille. Abdel a demandé à la femme quelle était la solution.
Celle-ci a répondu qu'il y avait bien une solution et qu'ils devaient donner leur accord au préalable pour la mettre en œuvre. Hanan a dit qu'elle avait déjà une solution. Elle allait me parler à moi, son frère Walid, pour me faire divorcer de Relba et la jeter à la rue, d'où elle venait à la base. La femme a répondu en riant que me parler ne servirait à rien, car cette fille, Relba, m'avait ensorcelée en mettant quelque chose dans ma nourriture. Selon cette dame, quoi que Hanan puisse me dire, ça ne changerait rien. Hanan a donc demandé à la dame comment elle pouvait dissoudre cette sorcellerie qui la touchait elle, son mari, mais aussi moi, son frère. La femme a répondu que c'était très facile. Elle allait fournir à Hanan de l'eau sur laquelle elle avait lu du Coran au préalable. Hanan devait verser l'eau dans un verre m'appartenant et la sorcellerie disparaîtrait aussitôt. Selon elle, il n'y avait rien de plus simple. Elle a sorti un sac en plastique et une petite bouteille, et elle a versé le liquide dedans et l'a donné à Hanan et Abdel. Suite à ça, Hanan et Abdel se sont mis d'accord pour nous inviter, moi et Relba, à manger chez eux. Vu que nous vivions dans le même bâtiment, chacun invitait l'autre et vice-versa. C'était une habitude. Après avoir fini de manger, ma sœur nous a apporté du thé. Je n'y ai pas prêté attention, bien sûr, c'était ma sœur. Elle ne me ferait jamais de mal. Elle m'a donné le verre et je commençais à boire mon thé, comme d'habitude. J'ai posé le verre sur la table et nous avons commencé à parler. En moins d'1 heure, j'ai senti une douleur atroce au ventre. Je ne pouvais pas la supporter et je regardais ma sœur en lui disant « Ma sœur, sauve-moi, je pense que je suis en train de mourir. J'ai l'impression que mes intestins se déchirent. » Je ne pouvais plus ouvrir les yeux à cause de la douleur. Je suis tombée inconscient. La dernière chose que j'ai entendue était la voix de mon ami Abdel qui demandait à ce qu'on me ramène à l'hôpital en urgence. Ils m'ont emmenée à l'hôpital. Ils m'ont fait entrer et ont attendu devant la porte. Hanan était dans un état hystérique. Mon père était très étonné de la voir dans cet état anormal. Personne ne comprenait pourquoi Hanan réagissait ainsi. En réalité, Hanan savait que s'il m'arrivait quoi que ce soit, ce serait de sa faute, et elle ne pourrait s'en prendre qu'à elle-même. Hanan pleurait, criait et se jetait par terre jusqu'à ce que le docteur sorte. Il s'est adressé à ma famille et leur a dit « Je suis navré de vous l'annoncer, mais Walid est malheureusement décédé. » Toute la famille était bouleversée. Relba était en crise de folie et Hanan était inconsolable. Alors que tout le monde essayait de comprendre ce qui se passait, le docteur a annoncé que j'avais été empoisonnée et que celui qui avait donné ce poison voulait ma mort sans faire trop d'efforts. Quand Hanan a entendu ça, elle n'a pas pu le supporter et a perdu connaissance. L'hôpital a directement appelé la police. Ils n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire. Les verres de thé étaient toujours posés sur la table à la maison. Ils ont fait leurs recherches et ont retrouvé une substance dangereuse dans le verre que Hanan m'avait servi. Pour la police, tout était clair. Ils ont accusé Hanan d'avoir empoisonné son frère, sans même en connaître la raison. Abdel, lui, est resté silencieux et s'est fait tout petit. Il ne s'est pas dénoncé, car finalement, la seule personne qui avait préparé le thé, c'était Hanan. Abdel n'en croyait pas ses yeux. Il a tout de suite préparé ses affaires et est parti se réfugier chez sa mère. Peu de temps après, Hanan a été internée dans un hôpital psychiatrique. Hanan répétait une seule phrase à longueur de journée. Ce n'était pas moi, c'était la voyante. Abdel criait devant les gens en récitant des versets du Coran et ne cessait de lui répéter « Pourquoi tu as fait ça à ton frère ?» En clair, Abdel rejetait toute la faute sur Hanan. Ses réactions étranges et la manière dont elle parlait à cause du choc ne faisaient que renforcer l'impression qu'elle était folle et qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait, ce qui arrangeait bien les affaires d'Abdel. Personne ne prenait les paroles de Hanan au sérieux, pensant qu'elle était juste une femme folle. Après un long moment, la santé de mon père s'est détériorée et il a fini par me rejoindre dans la tombe. De son côté, Relba vivait toujours dans le même bâtiment, dans la maison où nous vivions avant ma mort. Deux mois plus tard,
Abdel est revenu voir Relba et lui a demandé de laisser le passé derrière eux et de se marier avec lui. Relba lui a demandé pourquoi il voulait se marier avec elle alors qu'elle était la femme de son ami Walid. Abdel a répondu qu'il s'en fichait et qu'il voulait juste la marier. Relba lui a demandé ce qu'il faisait de Hanan dans tout ça, qui était internée dans un hôpital psychiatrique dans lequel elle était la seule à venir lui rendre visite. Abdel a rétorqué qu'il ne voulait plus entendre parler de Hanan car elle avait tué son propre frère, qui était également son meilleur ami. Relba a fini par accepter, mais a prévenu Abdel que sa dot serait très chère et qu'elle doutait qu'il puisse réaliser ce qu'elle lui demanderait. Il a répondu qu'il était le patron ici et qu'il pourrait même lui donner le double, peu importe ce qu'elle demanderait. Relba lui a alors dit que ce qu'elle désirait, c'était qu'il inscrive son nom sur le magasin de son père. Abdel lui a dit que c'était peut-être un peu trop demandé. Mais Relba lui a rétorqué que s'il voulait vraiment se marier avec elle, il devait lui donner le magasin de son père. Abdel a répliqué qu'il s'agissait de sa seule source de revenus. Ce à quoi Relba a répondu « Si tu me veux, je suis à toi. Sinon, ça ne sert à rien de discuter plus. » Walid voulait également tout mettre à mon nom, mais tu as vu ce qui lui est arrivé. Il n'a pas pu le faire avant de mourir. Abdel a fini par céder et a mis son magasin au nom de Relba. Ils se sont ensuite mariés. Mais petit à petit, Abdel a commencé à se sentir mal à l'aise, comme s'il changeait de comportement. Il est tombé malade, il tremblait, il avait des vertiges et dormait énormément. Il se mettait dans des états bizarres, et il faisait même des choses incompréhensibles, comme changer le nom du propriétaire de sa maison en le mettant au nom de Relba. Il semblait aveuglé par l'amour qu'il lui portait. Petit à petit, Relba a commencé à gérer le magasin et à contrôler tout ce qui entrait et sortait. Abdel commença à douter de lui-même et se demandait ce qui lui arrivait. Il est parti voir plusieurs médecins, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Leurs réponses étaient toujours les mêmes. Il était en bonne santé. Malgré les nombreux examens et prélèvements sanguins, il ne trouvait jamais rien. Il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Un jour, il s'est rendu au magasin pour demander à Relba ce qu'elle lui avait fait. Elle a répondu qu'elle n'avait rien fait et lui a demandé ce qu'il se passait. Abdel lui a demandé ce qu'elle avait fait pour qu'il soit dans cet état et si son but était de le tuer. Relba s'est mise à rire. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas le tuer car elle n'était pas une meurtrière, contrairement à lui. Abdel a rétorqué qu'il n'avait tué personne et lui a demandé où elle voulait en venir. Relba lui a dit « Vraiment, tu n'as tué personne ? Et ton ami Walid ?» Abdel a répondu que ce n'était pas lui, mais que c'était Hanan qui avait orchestré tout ça. C'est alors que Relba lui a tout avoué. Elle avait rendu visite à Hanan plusieurs fois, et même si elle ne comprenait pas tout ce qu'elle disait au début, elle a fini par tout comprendre. C'était impossible qu'elle ait fait ça toute seule. C'est là qu'elle a réalisé que c'était en réalité Abdel qui mettait l'eau jaunâtre devant chez eux et dans leurs escaliers. La voyante qu'ils sont allés voir n'en était pas une. Relba avait tenté de la retrouver et s'était rendue chez elle sur les instructions de Hanan et elle ne l'avait jamais trouvée. Elle a donc compris que tout ça n'était qu'une supercherie. La femme n'était pas une voyante, mais elle avait été engagée par Abdel et avait loué cette petite maison dans le bidonville pour faire croire à Hanan qu'elle y habitait et qu'elle y exerçait des dons de voyance. Le but d'Abdel était de faire croire à Hanan que Relba leur faisait de la sorcellerie. Il s'est mis d'accord avec cette fausse voyante pour qu'elle donne l'eau bénite à Hanan pour stopper le soi-disant sortilège, mais cette eau était en réalité du poison. Abdel avait tout orchestré pour me tuer. Il savait que suite à ça, la vie de Hanan serait complètement brisée et il aurait le champ libre pour se marier avec Relba. Hanan avait fait l'erreur de croire à tout ce que Abdel lui avait dit. Et résultat, elle a fini dans un hôpital psychiatrique et son père et son frère sont décédés. Abdel a avoué que tout ça était vrai. Il a donc demandé à Relba si après tout ça, elle allait le tuer. Relba lui a dit qu'elle n'en ferait rien, que Dieu s'occuperait de son cas. Elle lui a avoué à son tour que tout ce qu'elle lui donnait à manger contenait des substances spécifiques, ce qui explique la dégradation de son état ces derniers temps. C'était à cause de ça qu'Abdel tremblait beaucoup et dormait énormément.
Relba lui a dit qu'elle allait arrêter de lui donner ses substances, mais qu'elle lui avait pris tout ce qu'il avait. Son magasin, sa maison, tout lui appartenait maintenant. Elle lui a dit qu'elle allait le jeter à la rue, sans affaires, sans rien, et que peut-être ça lui permettrait de se rendre compte de ce qu'il avait fait à son ami Walid, à qui il avait voulu prendre sa femme. Suite à ça, les salariés d'Abdel l'ont jeté à la rue. Sa mère, en apprenant toute l'histoire, a refusé de le voir et l'a également jeté à la rue. Abdel ne supportait pas ce qui lui arrivait. De businessman reconnu, il est devenu un sans-abri qui n'avait plus rien. Voilà, c'est ici que s'arrête l'histoire de Walid et Abdel. L'homme assis à côté de moi à l'arrêt de bus avait fini son récit. Le premier bus était passé, puis le deuxième et le troisième, et j'étais tellement pris par cette histoire fascinante que je ne suis montée dans aucun d'entre eux, et je ne suis jamais allée travailler ce jour-là. Quand l'homme a fini son histoire, je lui ai demandé comment il avait connu tous ces détails et s'il faisait partie de la famille de Walid et Abdel. L'homme a répondu « Je connais tous ces détails parce que je suis Abdel. Ce que je t'ai raconté, c'était mon histoire. » À ce moment-là, en réalisant que c'était lui, je le fixais sans rien dire, choqué et bouche bée. Je ne savais pas si ce que cet homme me racontait était vrai ou pas, mais sincèrement, il était très difficile de donner autant de détails sans avoir vraiment vécu tout ça. Je me suis dit que dans cette histoire, l'amour rendait aveugle, et je n'étais vraiment pas sûre que l'amour soit quelque chose de toujours positif. Et est-ce que la manière dont Relba avait agi à la fin de l'histoire était la meilleure façon de se venger? Je ne sais pas. À vous de me le dire. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, vous vous doutiez que ça allait se terminer comme ça? Personnellement, quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, je ne me doutais de rien. La fin de cette histoire contient tellement de rebondissements que j'étais obligée de vous la partager. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de m'accorder votre précieux temps. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.